Bonjour, je m'appelle Isabelle Richer. Je pense que tout le monde me connaît comme étant journaliste judiciaire à Radio-Canada, mais depuis 2022, je suis aussi auteure parce que j'ai publié un livre qui s'appelle Ce que je n'ai jamais raconté. Évidemment, ça parle de mon expérience au Palais de justice, de toutes mes années au Palais de justice de Montréal. En fait, je ne raconte pas ma vie au Palais de justice, mais je raconte un certain nombre d'événements qui m'ont marqué, qui m'ont troublé et j'en ai fait donc un recueil. Ce que je n'ai jamais raconté, c'est publié aux éditions La Presse. Mais là, ce que je fais aujourd'hui, c'est une capsule à l'invitation de l'Association des libraires pour une initiative qui s'appelle Lire en chœur. Alors, en chœur, vous l'écrivez comme vous voulez, mais ça s'écrit C-H-O-E-U-R, mais ça pourrait aussi être en chœur, le chœur tout simplement. Et c'est pour cette raison-là que j'ai accepté de le faire parce que j'aime passionnément la littérature, celle des autres, forcément. Mais quand on m'a demandé de faire des prescriptions littéraires pour cette association des libraires, j'étais ravie. Je l'ai fait au Salon du Livre et là, je recommence en version virtuelle. Ça me ravit. Je ferai donc la prescription de 10 livres. Il y en a 8 qui sont d'auteurs québécois et 2 qui sont d'auteurs étrangers. Alors, le premier livre que je vous recommande, et je vous précise qu'ils ne sont pas en ordre d'amour. Hein? Je les aime tous également. Je suis comme une mère avec ses enfants. Je n'ai pas de préféré, mais je les aime tous. Il a bien fallu que j'adopte un ordre. Alors, le premier, c'est Mélasse de fantaisie de Francis Ouellet. D'abord, juste le titre, Mélasse de fantaisie, ça m'a séduit vraiment en partant. Et la mélasse du titre, mais évidemment, c'est celle du Faubourg. Parce que ce Francis Ouellet, c'est un enfant du Faubourg. Le Faubourg Amelas, évidemment. Il est né là, il a grandi là, il a connu les habitants du Faubourg Amelas. Et les habitants du Faubourg Amelas, ce sont des personnages, à peu près comme dans les livres de Michel Tremblay. Il y a une sorte de duchesse de Langeais, mais dans Mélasse de fantaisie, il y a Frigo. Alors ça, c'est un personnage. Francis Ouellet, il a tout vu, tout vécu, tout subi. Imaginez ce qu'un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans peut voir, combien il peut être intéressant aussi, attirant pour des individus un peu louches. C'est vraiment une tribu de personnes maganées, des gens intenses, mais des gens qui aiment fort, mais qui aiment croche. Et je ne sais pas comment le petit gars du quartier, comment le petit gars du Faubourg Amelas est devenu l'écrivain qu'il est. J'ai l'air de poser un énorme jugement de valeur, vous allez m'en excuser, mais vivre dans un univers et évoluer dans un univers comme ça, je me disais, ça se peut pas qu'il soit devenu cet auteur vraiment formidable. Là, je vais faire un petit peu de psychologie à Saint-Saëns, je suis bien bonne là-dedans. Il a vraiment tout vécu, il s'est fait agresser, il a vécu la violence, il a connu un quartier dur, des gens vraiment intenses, comme je disais, mais il a été élevé et entouré d'amour et ça, je pense que ça l'a sauvé. C'est un roman qui est très trash, mais qui est en même temps extrêmement littéraire. C'est un récit brut de sa vie, pas toujours facile, mais il faut lire ça. Ça fait mal, ça gicle, ça cogne, mais ça réjouit en même temps, c'est magnifique. Francis Ouellet, il l'a toujours dit en entrevue, et je le répète parce que c'est vrai, on sort le gars du faubourg, mais on ne peut pas sortir le faubourg du gars, et c'est tout à fait vrai. C'est sublime de dureté et de poésie. Le deuxième que je vous recommande, c'est Les ombres blanches de Dominique Fortier. Tous les livres de Dominique Fortier sont des merveilles, des perles. Ils sont tous recommandables. C'était vraiment un exercice très cruel de n'en retenir qu'un seul. J'ai retenu Les ombres blanches. C'est la suite poétique de son livre précédent. Alors, c'est le fun, je peux vous parler de 2 livres, Les villes de papier, mais Les ombres blanches, ça nous plonge dans une expérience de lecture et d'édition. Comment est-ce qu'on rend justice à une poète décédée? En faisant vivre ses poèmes. Ça, c'est la meilleure façon de lui assurer une survie. Dominique Fortier, elle a entrepris d'écrire sur la vie et sur l'œuvre d'une grande poète qu'on connaît mal, une poète américaine du 19e siècle, Emily Dickinson. On connaît tous son nom, mais on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas son œuvre. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas tant que ça. À travers les mots de Dominique Fortier, par exemple, on découvre une auteure vraiment unique qui a choisi de vivre en marge de sa vie, en marge de sa communauté, en marge de la société.
c'est vraiment particulier. Elle était recluse, elle ne sortait plus de chez elle, elle parlait aux gens à travers la porte, elle communiquait avec eux grâce à des lettres. C'était vraiment unique et assez particulier comme façon de vivre. Et elle envoyait ses poèmes à son éditeur. Et sacrilège, elle avait fait promettre à sa sœur de détruire son œuvre, de détruire ses poèmes à sa mort. Fort heureusement, sa sœur n'a pas tenu sa promesse. Quelle bonne idée. Et les ombres blanches, ben, ce sont les poèmes d'Emily Dickinson. C'est ça, les ombres blanches, des poèmes. Et c'est la transformation de cette œuvre éparse qui avait jamais été mise en forme dans un livre. Et c'est ça, le récit de Dominique Fortier. Elle imagine le travail d'édition qui va mener à la publication de ces livres-là. C'est bien plus qu'un roman sur l'édition posthume d'une poète. C'est pas du tout technique, c'est poétique, c'est merveilleux. Et c'est un récit aussi qui réunit les proches de l'auteur qui veulent lui rendre justice. Alors, c'est une affaire de famille et on croise le frère d'Émilie, la femme du frère d'Émilie, mais aussi sa maîtresse. C'est vraiment une histoire de clan. Et c'est cette maîtresse-là qui va être chargée de l'édition et sa fille de 10 ans. C'est ça qui est si étonnant et si merveilleux. Sa fille de 10 ans est celle qui lit le mieux les poèmes d'Emily Dickinson. La naissance de ce livre-là, après la mort de son auteur, c'est franchement bouleversant. Je vous le recommande vivement. L'autre livre, d'une autre de mes préférées, c'est La Desiderata de Marie-Hélène Poitras. Elle est vraiment parmi mes auteurs chouchous au Québec. Je la lis depuis son premier roman, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Mais celui-ci, La Desiderata, c'est probablement mon préféré. Alors, je suis comme une mère qui n'a pas de préféré, mais celui-là, un petit peu. C'est une fable. Et moi, j'adore les fables parce que c'est une forme de récit qui permet de comprendre ce qu'on veut bien comprendre. C'est quelque chose qui nous permet de dire les choses par analogie. Et ça, c'est très utile, c'est pratique. Hein? On peut emprunter des métaphores pour dire des choses qu'on ne dit pas brutalement. On est donc à Noirax. C'est quelque part dans la campagne française, sur des terres qui sont couvertes de forêts, dans lesquelles forêts courent des hordes de lapins. On peut cueillir des champignons. Alors, il y a quelque chose de très magique. Il y a, mais par contre, comme c'est un domaine, il y a plein de secrets dans ce domaine. Le domaine s'appelle Malmaison. C'est un domaine qui est habité par des hommes, qui est entretenu par des femmes. Il flotte beaucoup, beaucoup de mystères et de non-dits dans cet endroit-là. Le père, qui est le personnage principal, si on peut dire, le père va chercher son courrier au village et il revient avec 3 lettres. La première qui est celle de son fils Gentil, qui lui annonce son retour. La seconde, ce sont des gens qui réclament une part d'héritage. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et la dernière, c'est celle d'une femme qui offre ses services d'éleveuse de cheptel et d'instigatrice de culture nouvelle. Elle s'appelle Aliénor. Aliénor, c'est un nom de conquérante. Tout est là. Le retour du fils, les gens qui veulent l'héritage et l'arrivée d'Aliénor. Et il devrait se méfier, le père, mais au contraire, il fait des plans. Parce que son fils rentre au bercail, alors pourquoi pas lui destiner Aliénor? Aliénor s'installe lentement et tranquillement, elle va déterrer tous les secrets de tout un chacun. Son programme à Aliénor, c'est redresser l'ordre du monde. Vaste programme. Parce que vraiment, l'ordre du monde est pas mal échevelé dans l'univers de Marie-Hélène Poitras. C'est un univers qui va nous conduire donc dans une forêt qu'on imaginait féerique, mais qui est vraiment maléfique. On dépose des bébés naissants dans cette forêt. On égare des enfants. C'est un univers qui est habité par les comptines, par les chansons de notre enfance. Hein? Qui va s'égarer dans les forêts? Bien évidemment, le petit chaperon rouge. Plutôt le petit pousset, mais il y a aussi un petit chaperon rouge. Bref, ce sont toutes ces comptines-là, toutes ces histoires qui nous habitent depuis toujours, qu'elle met en scène tranquillement dans cette fable. Ce sont des histoires cruelles, hein, évidemment, mais sous des dehors inoffensifs. On se rappelle des contes de notre enfance. C'est un tout petit roman, ça fait même pas 200 pages, mais c'est d'une puissance évocatrice vraiment rare. C'est une histoire où les personnages parlent en paraboles, pleine de symboles, une histoire, c'est vraiment formidable. On peut la décoder à notre guise. Ils sont tous là, les symboles. La forêt, le parfum, les loups. C'est pas linéaire, hein, c'est vraiment une histoire qui se déploie lentement, simplement.
C'est une histoire très énigmatique, racontée et dite par une écriture mystérieuse. Il faut accepter de se laisser conduire par Aliénor à travers le temps et compter sur elle pour neutraliser le père. Alors, il faut la suivre pour entrer dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est La femme qui rit de Brigitte Pilote. Et vous allez voir que j'ai un peu de suite dans les idées parce qu'il y a une parenté avec le livre dont je viens de parler. Alors, La femme qui rit de Brigitte Pilote, c'est vraiment une découverte. Je ne la connaissais pas. J'ai entendu parler d'elle pour la première fois en lisant une revue française qui parlait d'elle. Donc, une revue française qui parle d'une auteure québécoise, c'est toujours, hein, on se pète les bretelles un peu, on est donc fiers. Alors, c'est exactement comme ça que j'ai connu Brigitte Pilote. Alors, maintenant que je l'aime et qu'elle m'appartient, j'accepte de la partager, évidemment, avec ceux qui aiment la littérature originale. Brigitte Pilote aussi a une langue très riche, une langue, je dirais, du terroir. Et ici, dans ce roman-là, ça colle aux personnages, des personnages solitaires, des personnages qui sont très ancrés dans leur territoire. C'est une histoire étonnante qui est très belle parce qu'il s'agit d'une histoire de famille différente. Alors, l'amour du père pour son fils est vraiment grandiose et se traduit d'une assez curieuse façon, vous allez voir. Le père, c'est Émile Sévère, il est veuf. Il a perdu sa femme très jeune d'une maladie, c'est vraiment cruel, sa femme adorée. Il est défait et elle l'a laissé avec un fils infirme. Il s'appelle Florian. Il est infirme à cause de la poliomyélite, donc il est sujet à des moqueries. Son père se dit, il va finir seul, quel drame. Alors son père décide de faire venir une servante à la maison dans le but de la marier à son fils. Il veut lui léguer la ferme. Alors, quel plus beau legs que de lui offrir une femme et de lui offrir la ferme, lui laisser un héritage et assurer d'une certaine façon la lignée. Mais le fils, il est homosexuel, son père l'ignore, évidemment, le fils n'en parle pas. Mais la servante, elle se fond, elle, dans ce décor-là, elle est à sa place, elle travaille bien, elle est tout à fait disposée à reprendre cette ferme-là avec le fils s'il le faut. Évidemment, vu les préférences sexuelles de Florian, ben, la servante ne devient pas enceinte, hein, j'ai pas besoin de vous dire. Et ça, c'est une écharde hein, dans les plans du père. Je ne peux pas vous raconter toute l'intrigue parce que je ne veux pas dévoiler le cœur de cette histoire-là. Il faut absolument découvrir ce livre à tout prix. C'est un livre qui est sur la transmission, sur le legs. C'est beau, c'est cruel, c'est d'une grande tristesse et c'est admirablement bien écrit. Ne vous privez pas. La femme qui rit de Brigitte Pilote. Ensuite, l'autre livre, ben, c'est 4 petits livres. Je triche un peu, mais c'est 4 livres indissociables. C'est 4 opus qui forment un tout. C'est Le fleuve, le ciel, l'enfer et la terre de Sylvie Drapeau. On connaît bien sûr Sylvie Drapeau comme étant une grande tragédienne, une grande comédienne. Et quand on lit ces 4 opus très, très puissants là, sur la famille, on voit d'où lui vient ce drame qu'elle porte en elle. La famille, chez Sylvie Drapeau, elle s'appelle la meute. Une meute qui la porte, qui la soutient, une meute à la tête de laquelle se trouve la mère, avec un M majuscule. Le premier opus, Le fleuve, bon, le fleuve, évidemment, c'est le nôtre, hein, mais c'est aussi le sien parce que Sylvie Drapeau, elle vient de la Côte-Nord, elle a été élevée au bord du fleuve, de cette mer que tous les habitants de la Côte-Nord et du bas du fleuve connaissent. Le fleuve, c'est grandiose, c'est magnifique, mais c'est aussi dangereux. Hein? C'est un terrain de jeu formidable pour des enfants, mais ça peut être un terrain de jeu dangereux, fatal même. Alors, le fleuve engloutit son grand frère alors qu'elle n'avait que 5 ans. Elle assiste à ça. Ça, c'est dramatique, c'est épouvantable. Mais le pire, c'est d'entendre la douleur de la mère quand elle apprend que son fils s'est noyé. Il y a quelque chose de tellement terrible, de tellement tragique pour un enfant d'entendre le cri de ses parents qui viennent de comprendre qu'ils ont perdu un enfant. Cette mère, elle prie beaucoup Marie, Sainte Mère de Dieu. Cette mère, donc Guigui, elle aime au-delà de tout, au-delà des mots, tous ses enfants. Elle s'en fait pour eux, bien sûr, mais on ne voit en elle que la ménagère. C'est assez cruel. Alors le ciel, c'est pour elle. C'est ce fascicule, cet opus-là, il est destiné à la mère. L'enfer.
Ça raconte l'histoire de Richard, ça c'est le plus jeune, le dernier de la meute. Richard, qui est toujours dans les jupes de sa mère, qui n'est pas assez débrouillard au goût du père, qui n'est pas très fonceur. C'est le petit frère chéri, envahi par des voix, qui finit au poste de police d'abord, mais finalement à l'hôpital psychiatrique. C'est un océan de souffrance, un océan de larmes, d'incompréhension, de culpabilité. Évidemment, ça finit par la mort. Ensuite, il y a la sœur qui dérape dans tous les sens du terme. Elle dérape sur la route, elle a un accident, elle se ramasse à l'hôpital, mais ensuite elle dérape complètement. Et Sylvie s'occupe de l'un et de l'autre. Il y a une rupture là-dedans, il y a une dépression, elle est habitée par cette peur d'être elle aussi atteinte de ces problèmes mentaux là, qui courent dans la famille. Mais la Terre, puisque c'est le quatrième épisode, le quatrième opus, c'est celle dans laquelle elle plonge les mains pour planter des choses. La Terre, c'est là où l'on revit. Alors ça la sauve littéralement. La vie jaillit à nouveau. C'est très, très puissant. Il y a quelque chose d'impudique qui m'a mis un peu mal à l'aise parce que je suis très, très pudique. Et ça, je trouve qu'il y a une ouverture, mais malgré tout, cette intimité-là qu'elle veut partager, qu'elle accepte de partager, ça la rend encore plus grandiose et ça nous fait comprendre son intérieur, enfin, son intériorité quand elle joue sur scène. C'est vraiment extraordinaire. Le fleuve, le ciel, l'enfer et la terre. L'autre livre extraordinaire, c'est Hotel Lonely Hearts. C'est de Heather O'Neill. Heather O'Neill qui, malgré son nom anglais et le petit peu d'anglais qu'il y a dans le titre de son livre, est une Montréalaise. Je crois qu'elle écrit en anglais parce qu'elle est traduite par Dominique Fortier. C'est formidable, ça me permet de parler de deux auteurs que j'aime beaucoup. Alors, Hotel Lonely Hearts, c'est l'histoire de Rose et Pierrot, qui sont deux enfants abandonnés qui vivent à l'orphelinat et ils n'ont que deux. Ils sont liés vraiment, ils n'ont que deux. Pierrot finit par être adopté par un vieil original. Il quitte l'orphelinat parce que les sœurs étaient, comment dire, un peu jalouses de cet amour presque maladif entre Rose et Pierrot. Alors, les sœurs les ont séparés. Pierrot est confié à un vieil original. Et Rose, elle est placée comme gouvernante. Et évidemment, elle se languit de Pierrot. Pierrot, c'est son double. C'est son frère cosmique, je pourrais dire. Mais en même temps, c'est son amoureux, mais son amoureux d'enfance. Alors, comme ils sont tous les deux d'une nature tout à fait extravagante, ce qui leur arrive est extravagant. Il y a beaucoup d'excès dans ce livre-là, beaucoup de dépravation, mais on dirait que ça touche pas leur âme. Ils sont tellement purs, ces enfants-là, qui deviennent des ados puis des adultes, que jamais ça ne les salit. Alors, il y a aussi quelque chose d'une fable dans ce récit-là, tellement leurs déboires et leurs mésaventures n'ont pas l'air d'atteindre leur état de pureté. Leur décadence dit quelque chose de leur aspect quasiment surhumain ou surnaturel. Il y a une construction régulière et alternée dans ce livre-là. Un chapitre, c'est Rose, un chapitre, c'est Pierrot. C'est vraiment comme une danse. Et on ne les perd jamais longtemps de vue. Il y a beaucoup question de sexe, je vous préviens, de dépravation, mais chez l'un et chez l'autre, ça ne les salit pas et ça ne les perd pas. Leur âme est pure, on dirait qu'ils sont imperméables à toutes ces vicissitudes, toutes ces saletés. C'est une allégorie, c'est-à-dire que ceux qui sont plus forts que leur destin vont le vaincre, et il y a ceux qui sont plus faibles et qui seront emportés par leur destin, qui seront vaincus par leur destin. Poligny de Mélanie Vincelette. Mon Dieu, Mélanie Vincelette se fait trop rare. Hein? Elle est éditrice, c'est elle qui a fondé Marchand de Feuilles. Elle est une formidable éditrice, mais elle est aussi une formidable écrivaine qui nous prive trop souvent de son talent. Poligny, c'est un livre qu'elle a écrit il y a plusieurs années. Ça veut dire, c'est un mot que je ne connaissais pas, c'est une zone libre de glace dans la banquise, un trou éternel dans la glace. Le mot n'existe pas d'ailleurs dans le Robert, j'avais vérifié. C'est un mot qui appartient à la langue scientifique. Et c'est un mot qui installe délicatement le décor du Grand Nord dans lequel va se déployer l'intrigue. Il y a une collection de personnages vraiment mystérieux, un petit peu fêlés d'ailleurs, qui se partagent une mine d'or
exploitée par un prince excentrique. Hein? Vous voyez le tableau. Et à part la mine d'or, il y a un bar qui s'appelle le Cercle polaire où triomphent deux stripteaseuses inuites. Le cuisinier de la mine apprend que son frère est mort, probablement à Iqaluit, donc plus loin, sans doute assassiné, mais il ne peut pas se rendre, c'est à 2 jours, en traîneau, il y a des conditions climatiques épouvantables. Alors, il passe son temps à se remémorer les années avec son frère qu'il admirait. C'est un roman furieusement exotique. Qu'est-ce qu'ils vont tous chercher là-haut, hein, dans le Grand Nord? C'est un roman qui déborde de saveurs, qui déborde d'odeurs, d'images. Cet archipel polaire est formidable. C'est un formidable territoire pour un écrivain. Il y a des dizaines de passages qui pourraient être lus à voix haute, tellement c'est savoureux, juste pour déguster la langue de Mélanie Vincelette, notamment quand elle parle de cuisine. Elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Il y a une recherche dans l'écriture, mais c'est jamais forcé. C'est beau. Dans Poligny, les hommes offrent des bagues en ivoire de narval et les cuisiniers parfument leurs plats aux feuilles de thé du Labrador. Vraiment à ne pas manquer, c'est une découverte. Maintenant, La vie comme avec toi, de Geneviève Lefebvre. Alors, comme disent les avocats en cours, je vais dénoncer mon conflit d'intérêts. Geneviève Lefebvre est une amie à moi. Mais en dépit du fait qu'elle soit mon amie, elle est une formidable écrivaine. Et ce livre, La vie comme avec toi, ça commence avec un meurtre, c'est brutal. C'est le meurtre d'une femme, Angie Landry, une femme caractérielle, explosive, une femme enragée. Bref, il y avait pas mal de personnes qui auraient eu des raisons de vouloir se débarrasser d'elle. Mais l'essentiel de cette histoire, c'est que Angie, elle laisse derrière elle 2 enfants, 2 ados qui viennent de 2 pères différents, qui sont évidemment enragés eux aussi parce qu'ils ont été mal aimés par cette mère-là qui elle-même a été passablement malheureuse. Donc, c'est une histoire de famille particulière où les pères vont soudain être propulsés dans la vie de ces enfants-là, qui n'ont pas choisi ça, ni l'un ni l'autre, ni les enfants, ni les pères. C'est d'abord un roman sur les rapports filiaux qui parle de paternité, mais qui parle aussi des rapports tout à fait uniques entre tous les habitants de cette île où le drame se produit. Geneviève Lefebvre, elle a une signature originale, elle a une écriture rugueuse, drue, pleine d'images et un sens de l'histoire, comme on dit en journalisme, du storytelling, un sens de l'histoire éblouissant. Les 2 derniers livres, ce sont des livres d'auteurs américains. Le premier, c'est Arrive un vagabond de Robert Goulrick. Et c'est un auteur américain, je dirais, dans la grande tradition des grands auteurs américains, des grands romans américains. Non pas parce parce qu'il contient 600 pages, pas du tout, mais c'est de cette famille-là. Vous connaissez le thème de l'étranger, hein, qui arrive et qui bouscule tout, qui bouscule l'ordre du village. Bien, ici, c'est l'étrangère, hein, qui arrive. On est à Brownsburg, en Virginie, en 1948. Il y a Charlie Beale qui débarque à Brownsburg, nomade, inexpliqué, bouché, à la dérive. C'est là qu'il s'installe, à Brownsburg. Et il se lie d'amitié avec Will. Il se met à travailler pour lui. Il se lie d'amitié avec sa famille, sa femme, son fils. Il mène la vie rangée qu'il a toujours voulu vivre. Il va dormir dans sur sa petite parcelle de terre. Et il est en contact avec la nature. Et là, coup de tonnerre, débarque Sylvane Glass. Sylvane, elle est spectaculaire, mais elle est aussi fiancée. Et là, il est un peu trop tard parce que Charlie, il est déjà amoureux d'elle. Dès qu'il la voit, il tombe amoureux d'elle. Elle est rustaude, mais elle est magnifique. Sylvane, c'est juste une image. Hein? C'est une pseudo-vedette. Elle s'ennuie, donc elle calque un peu les tenues des vedettes, des actrices. C'est vraiment tout ce qui l'intéresse. Et elle, Sylvane, elle s'intéresse à Charlie, vraiment. Rapidement, elle s'intéresse à lui. Elle se passionne pour lui. Ils ont une liaison secrète. Il y a seulement une personne qui connaît leur liaison, leur secret, c'est Sam, le fils de Will, donc du patron. Il a promis le silence. Alors, Charlie ne vit que pour ses rencontres avec Sylvane. Sylvane, elle fait seulement que se désennuyer avec Charlie. C'est vraiment cruel. Et là, il y a un autre coup de tonnerre, mais je ne vous le raconte pas parce qu'il faut que vous lisiez ce livre. C'est un drame terrible qui secoue le village en entier, la communauté. Mais le village va survivre à ce drame-là. Il va se remettre de cette passion-là, mais il y aura des conséquences, évidemment, bouleversantes pour le petit garçon, pour l'enfant, pour Sam.
et il va en garder les stigmates sa vie entière. C'est un roman plein de fureur et de dignité. Et l'autre roman américain, vous allez voir qu'il y a une parenté entre les deux. J'ai comme une obsession. Et je pense que la culpabilité est un thème formidable en littérature, c'est un moteur. C'est encore ce thème de l'étranger qui surgit et qui fait tout basculer. Le livre s'appelle Au lieu dit Noir étant de Thomas Cook. Alors là aussi, c'est une histoire de liberté, de loyauté, de culpabilité. On est en 1926 à Chatham, dans une école qui accueille une nouvelle professeure. Elle s'appelle Miss Channing. C'est une professeure d'art plastique. Elle est très mystérieuse. Elle atterrit là, on ne la connaît pas. Elle est indépendante, elle est solitaire. Je vous rappelle, on est en 1926. Et Henry, le fils du directeur, ben, il s'intéresse beaucoup à son parcours de vie, parce que c'est assez unique, une femme à cette époque-là. Et il est séduit par cette liberté-là, lui aussi, il veut ça. Il veut la vie libre, il veut la vie débridée, pas de convention, pas d'obligation. Et sur les conseils de sa professeure, il dessine. Il aide aussi un autre professeur, Leland, à construire son bateau. Et évidemment, du haut de ses 10 ans, il regarde tout ça se déployer et il assiste au grand fracas des émotions, l'amour, la passion, la trahison, l'abandon. Il voit tout ça de ses yeux d'enfant de 10 ans. Mais il n'y a rien qui est montré de cette passion-là entre les deux profs. C'est une passion impossible. Leland, il est marié. C'est un roman qui est construit en pièces détachées. D'abord, on voit Henry jeune. Ensuite, on le voit à 40 ans, mature. Et il raconte son histoire de son point de vue d'homme mature. Mais il nous en dévoile juste assez pour qu'on se fasse notre propre scénario de ce drame-là qui est arrivé à Noir étant. Comme je disais, c'est vraiment une histoire de culpabilité, mais aussi d'une certaine façon, l'histoire du regard des enfants. Quand les enfants voient les histoires des adultes avec leurs yeux, quand ils voient les vies des adultes, mais qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe, ils comprennent juste ce qu'on leur permet de voir. Puis ce qu'on leur permet de voir, ben, c'est pas souvent la vérité. Alors, c'est une réussite jusqu'à la dernière page. Tous ces livres-là que je vous ai recommandés, vraiment, ne passez pas à côté.